La Terre est couverte d'une multitude de routes, de ponts, de chemins de fer, de voies navigables, de tunnels et d'aéroports. Tous ces moyens de circulation sont extrêmes, chacun à leur manière. Certains sont insensés, d'autres mortels. Les uns sont majestueux, les autres terrifiants. Entre prouesses techniques et aventures humaines à couper le souffle, voici les infrastructures les plus extrêmes du monde. Depuis 2 siècles, les trains parcourent le globe, transforment les sociétés et changent les vies. Voici les 10 plus extrêmes d'entre eux. Pour un conducteur de train, c'est probablement l'expérience la plus terrifiante qui soit. De l'Inde au Japon, du Pérou aux Philippines, ils siègent dans un environnement hostile et témoignent du génie humain. Cette ligne de chemin de fer est l'un des plus grands exploits technologiques de l'homme. À la pointe de la technologie ou artisanaux, Je pousse tantôt avec un pied, tantôt avec l'autre. ils sont source de voyages incroyables et de vie hors du commun. On a peur de tomber. Ce serait dangereux de monter dans ce train. Ce sont les 10 voies ferrées les plus extrêmes de la planète. Nous commençons notre périple en Colombie avec en 10e place la plus folle d'entre elles. Dans la ville portuaire de Santa Marta en Colombie, une voie ferrée est connue pour être le théâtre d'activités particulièrement dangereuses. C'est ici en effet que les adolescents du coin viennent tuer l'ennui en prenant des risques inconsidérés. Tout d'abord, ils marchent sur les voies. Mais ça, c'est monnaie courante en Colombie. C'est la suite qui est particulièrement choquante. Cet adolescent se couche entre 2 rails et se laisse rouler dessus par le train. C'est n'importe quoi. Ces gamins sont complètement inconscients. Le moindre écart et ils sont morts. Ils n'ont plus de tête. Ils jouent les gros bras, mais ce qu'ils risquent, c'est de se faire décapiter. Dans le monde entier, les adolescents cherchent à se mettre en danger. Ils veulent jouer les durs, ils veulent prouver leur virilité, ils veulent impressionner leurs copains. Et pour ça, ils prennent des risques inconsidérés. À Santa Marta, c'est ce que l'on appelle le jeu du train. Et ces images l'ont rendu célèbre dans le monde entier. Mais la Colombie n'a pas le privilège de ce genre d'activité. Il suffit d'aller sur Internet pour trouver des images d'acrobatie en tout genre exécutées dans le monde entier. Ces gamins risquent leur vie pour une minute de gloire, une minute de célébrité. Et vous n'avez rien vu. Ce garçon pousse le concept encore plus loin. Par miracle, il s'en sort indemne. Mais ce jeune homme en Colombie n'a pas eu cette chance. J'ai joué au jeu du train. C'est vraiment dangereux. Vous pouvez vous faire très mal. Lui s'en est sorti vivant. Mais surtout, n'essayez pas de faire la même chose chez vous. Dans la plupart des pays, vous avez de grandes chances d'y passer. Parce que il n'y a pas assez d'espace entre les voies et le train. Nul ne sait combien de victimes ce jeu hautement mortel et illégal a fait dans le monde entier. À la 9e place de notre hit parade, le Pérou, avec la voie la plus vertigineuse du monde. En Colombie, les adolescents risquent leur vie pour avoir des sensations fortes. Ici, on la risque pour gagner sa vie. Ce train circule à 4500 mètres d'altitude, rasant le gouffre, avec à son bord plusieurs milliers de tonnes de métal lourd.
En cas d'accident, si le train déraille, vous risquez fort de tomber dans le vide, de dévaler la montagne. Conduire un train sur ces rails nécessite une maîtrise parfaite et des nerfs d'acier. Pour un conducteur de train, c'est probablement l'expérience la plus terrifiante qui soit. C'est la Ferrocarril Central Andino, la ligne de chemin de fer qui procure le plus de sensations fortes au monde. Nous sommes sur l'Altiplano au Pérou, une plaine morne et désolée, balayée par le vent et traversée par l'une des voies ferrées les plus hautes du monde. Alourdi de 2450 tonnes de plomb, de zinc et d'argent, ce train se met en route pour accomplir un voyage périlleux sur une pente particulièrement abrupte. De la plus grande mine du pays au sommet des Andes, jusqu'à la côte, il devra descendre un dénivelé de 4000 mètres sur une distance de seulement 110 km. Et cela au bord du gouffre. En temps normal, il faut 2 fois plus de distance à un train de marchandises pour descendre un tel dénivelé. Construite dans les années 1870 par 10 000 hommes, cette ligne de chemin de fer est l'un des projets ferroviaires les plus ambitieux du 19e siècle. Cette ligne de chemin de fer est l'un des plus grands exploits technologiques de l'homme. J'y suis particulièrement attaché parce que l'un de mes ancêtres, Henry Meigs, a participé à sa conception. Mais l'idée même de construire une ligne de chemin de fer sur l'une des chaînes de montagnes les plus élevées du monde au 19e siècle paraît incroyable. Il a fallu des ingénieurs extrêmement doués pour construire une ligne de chemin de fer là où l'on n'avait même jamais osé construire des routes. Il a fallu poser les rails au bord du gouffre, percer les montagnes et enjamber les ravins. Et aujourd'hui, il faut des conducteurs hautement qualifiés comme Daniel Garcia pour conduire ces trains chargés de marchandises sur ces pentes abruptes. Il faut des nerfs d'acier pour conduire un train sur cette pente. La moindre seconde d'inattention peut vous coûter très cher. Mais Daniel ne transporte pas n'importe quoi. Derrière lui, des wagons chargés de plomb. La quasi-absence de signalisation et des barrières de sécurité ne fait qu'accroître le risque. L'important est de garder le contrôle du train. C'est beaucoup plus dangereux que de conduire une voiture sur une route de montagne. Ces trains transportent des cargaisons extrêmement lourdes. Ils transportent 2500 tonnes de produits. Et cette cargaison qui se trouve dans les wagons exerce une poussée sur la locomotive. Tout dépend donc des freins. Et il y en a de 4 sortes sur les roues. Mais c'est aussi la locomotive diesel de 3900 chevaux qui retient les wagons dans la descente. Si le train roule trop lentement, les freins risquent de s'user. Si le train roule trop vite, il risque de dérailler. Emiliano Goya, ingénieur spécialisé dans le freinage, a vu ce qu'il se passait lorsqu'un conducteur perdait le contrôle de son train. Un jour, les freins ont cédé et on a atteint une vitesse de 130 km/h. On a déraillé dans un tunnel et un de mes collègues est mort. Il a sauté juste au moment où le train a déraillé. Moi, je me suis réfugié dans le 2e wagon et c'est ce qui m'a sauvé. À chaque fois qu'il part travailler, Daniel sait qu'il court le risque de ne jamais revoir sa famille. Quand j'ai accepté ce travail, j'étais au courant des risques. Je les connaissais. Mais cette ligne de chemin de fer est vitale pour l'économie péruvienne. Les minerais acheminés sur ces rails représentent 60% des exportations péruviennes. Et il est important que le train soit le plus chargé possible à chaque voyage. Or, plus sa cargaison est lourde, plus le risque est élevé et plus Cathy, la femme de Daniel, s'inquiète. J'ai peur. Maintenant, il lui arrive de transporter 2200 tonnes de métal. Avant, c'était moins. Et quand il m'annonce qu'il va transporter 2450 tonnes de métal, je lui dis « Non, pense à ta famille ». Après 15 longues heures de trajet, le train et sa précieuse cargaison arrivent au pied de la montagne et de la ligne de chemin de fer la plus pentue du monde.
En 8e position, en plein milieu de la ville de New York, la ligne de chemin de fer la plus secrète au monde. Manhattan. Au cœur de la métropole, une célèbre gare. Grand Central. Et sous l'édifice, un secret bien gardé. Une ligne de chemin de fer officieuse. Cet endroit, ces voies et ce quai n'existent pas officiellement. Seuls quelques privilégiés connaissent son existence. Une gare enfouie dans les entrailles de la Terre. On se croirait dans un film de James Bond. C'est la plus grande gare du monde. « 44 quais, 67 lignes, 750 000 usagers y transitant tous les jours. Grand Central est l'une des gares ferroviaires les plus fréquentées, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. On est à l'intérieur du centre de contrôle. C'est ici que tout se passe. Toutes les 54 secondes, un train quitte le quai. C'est incroyable. That's 2 minutes. 11:04, track 108, Stanford line. 108 downstairs for Ron. Le personnel de l'accueil, quant à lui, répond à près de 1000 questions par heure. Il y a beaucoup de monde, mais ça nous plaît. On adore notre métier. Il connaît tous les itinéraires, tous les horaires et toutes les lignes, sauf une. Vous savez où se trouve le quai 61? Non, je n'en ai aucune idée. La plupart des personnes qui travaillent à Grand Central ou transitent par la gare tous les jours ignorent l'existence de cette voie. Danny Brooker, lui, explore ces tunnels depuis des années. Et il sait exactement où ils se trouvent. Vous aurez beau examiner la carte du réseau à la loupe, vous ne trouverez pas cet endroit. Il n'existe pas. Cet endroit, c'est l'insaisissable voie 61. Une ligne officieuse qui entre et sort de New York. Un vieux wagon abandonné témoigne d'une activité révolue. Mais à qui servait cette voie secrète? Au président Franklin Roosevelt en personne, une des plus grandes figures politiques du XXe siècle. Ce que la plupart des Américains ignoraient, c'est que Franklin Delano Roosevelt avait la polio. Il ne pouvait pas marcher. Ainsi, quand le président Roosevelt devait apparaître en public à New York, c'était à bord de son train privé qu'il se déplaçait. Le train arrivait sur ce quai, puis le président était transféré dans un ascenseur qui avait été spécialement conçu pour lui et débouchait à l'intérieur du Waldorf Astoria, à l'insu du public et de la presse. La voie 61 est restée secrète, probablement par volonté de dissimuler la maladie du président. Et elle est depuis tombée dans l'oubli. Mais pour certains, elle pourrait de nouveau servir. La voie 61 pourrait servir en cas d'urgence nationale, pour évacuer le président des États-Unis. Est-ce la raison pour laquelle l'une des gares les plus célèbres du monde possède un quai secret? C'est très rare que je me refuse à tout commentaire, mais ici, j'y suis contraint. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est aussi simple que ça. Tout de suite, en Inde, des passagers se battent pour monter dans le train le plus bondé du monde. Nous avons parcouru les continents américains à la rencontre d'adolescents inconscients, de conducteurs de trains intrépides et de secrets d'État. Nous nous rendons maintenant en Asie pour découvrir le 7e train de notre hit-parade, le plus insolite du monde, en Thaïlande. 9h40 dans les environs de Bangkok. Cet homme est le conducteur du train de banlieue 4381. Sa mission, relier Bangkok à la gare de Mae Klong.
Pendant ce temps, à Meklong, le marché local bat son plein. Jirat Srisukon vend des fruits de mer pour lesquels ce marché est célèbre. Non loin de là, les affaires sont aussi florissantes pour Wanida Pintong. Ici, on marchande le prix des légumes, des épices et des fruits. Au premier abord, il s'agit d'un marché thaïlandais comme les autres, à un détail près. Celui-ci est installé sur des rails. Et dans 5 minutes, le train 4381 le traversera à l'endroit exact où Jirat et Wanida ont établi leur stand. C'est la ligne de chemin de fer la plus dingue du monde. Un train et un marché qui vont au-devant de la collision. Qui se dégonflera le premier? Les vendeurs du marché de Meklong tiennent bon. Il faut dire qu'ils sont là depuis longtemps. Ma famille a été une des premières à vendre ici. J'ai hérité cet emplacement de mon père. Le marché a environ 30 ans. Je tiens ce stand depuis 30 ans. Mais la voie ferrée était là avant eux. Cette voie ferrée a plus de 100 ans. Et le 4381 se rapproche. Plus que 3 minutes avant la collision. Mais personne ne bouge. On a encore le temps, on connaît les horaires. Jusqu'à ce que quelques secondes avant l'impact, le marché s'ouvre comme la mer Rouge. On comprend alors pourquoi les locaux l'ont baptisé Tala Rompup, ou le marché des parasols qui se replie. Ce que j'adore dans ce marché, c'est le sang-froid des marchands. Ils ont fait ça toute leur vie. Et le train a beau être à 15 secondes, ils terminent leur transaction. Et ils ne bougent qu'au dernier moment. 8 fois par jour, le train passe à quelques centimètres de ses étalages. Dans son sillage, on déploie de nouveau les parasols et les étalages, et les affaires reprennent. Il y a beaucoup de voies ferrées insolites dans le monde, mais c'est une de celles qui remporte la palme. Pour les personnes extérieures, ça peut paraître bizarre. Mais moi, je suis habitué. Je ne suis jamais sortie de Meklong. Pour moi, ce n'est pas bizarre, c'est normal. Bizarre ou pas, ni le marché, ni la voie ferrée n'ont l'intention de se déplacer. À la 6e place, nous nous rendons en Inde pour nous serrer dans le train le plus bondé du monde. En Thaïlande, on s'écarte lorsque le train passe. Ici, on se jette dessus. La surpopulation contraint les passagers à risquer leur vie pour se rendre au travail. En Inde, les trains sont incroyablement bondés. Les gens sautent sur le train, ils s'accrochent où ils peuvent, ils grimpent sur le toit. C'est la cohue. Chaque jour, plus de 40 personnes meurent sur les voies ferrées en Inde. La ligne de Delhi, le train le plus bondé du monde. Delhi, 8 h du matin. C'est l'heure de pointe dans l'une des villes les plus peuplées de la planète. À Noli, à 25 km du centre de la ville, un épais brouillard entraîne d'importants retards de train. Et pour les centaines d'usagers qui attendent sur le quai, c'est un véritable cauchemar. Kavita Kumar prend le train ici depuis 10 ans. Je vais à Shanadara. Je travaille dans une usine de pièces électriques et j'y vais tous les jours. 6 jours par semaine, elle se met en danger ici. Car à Delhi, on n'est même pas en sécurité sur les quais. Parfois, il y a vraiment beaucoup de monde. J'ai été blessée à l'épaule. Il y a des gens qui vous tordent la main, qui vous tapent sur la tête et vous poussent. Parfois, quelqu'un vous pince. Et il y a une bagarre. Et les gens se tirent les cheveux. Kuldeep Kumar et son ami Ramesh doivent eux aussi se rendre à Delhi pour travailler. Kuldeep est bobinier dans une usine de fil de fer et Ramesh tient un stand de fruits dans la ville.
Il n'y a que 4 trains sur cette ligne. Un à 8 heures, un à 9 heures, un express et un autre à 12 heures. Mais ils sont toujours pleins. Enfin, avec 1h30 de retard, le train entre en gare. Il n'y a que 3 arrêts avant Neuilly, mais le train est déjà plein. Alors tout d'un coup, c'est la foire d'Empoigne. Kavita parvient à monter dans un wagon réservé aux femmes et peut enfin respirer. La compagnie ferroviaire a créé ces voitures spéciales pour protéger les femmes des mains baladeuses dans ces trains bondés. Mais pour Kuldeep et Ramesh, cela signifie un wagon de moins à prendre d'assaut. Alors ils ont développé une autre tactique. Ils essayent de se hisser sur le toit. Mais chaque centimètre carré de ce train est occupé. Regardez cette cohue. Il y a beaucoup trop de monde. On a peur de tomber. Ce serait dangereux de monter dans ce train. La seule option est d'attendre le train suivant. Kuldeep et Ramesh n'ont pas les moyens de se déplacer autrement. En rickshaw, ça coûterait 1500 roupies. Or, je gagne seulement 6000 roupies. Ensuite, je ne pourrai plus manger et mettre de l'argent de côté. Il faut bien que je donne de l'argent à ma famille. Les trains sont les artères vitales de cette ville en pleine expansion. Les trains de passagers jouent un rôle très important en Inde. C'est un pays densément peuplé où le transport des individus est principalement assuré par les chemins de fer. Ainsi, des millions d'individus prennent le train. Mais le réseau est complètement saturé. Les infrastructures sont obsolètes et chaque année, le nombre d'usagers croît. Le train qui suit est tout aussi bondé. Mais Kuldeep et Ramesh sont prêts à tout pour monter dans celui-ci. Quand je pars de chez moi, je ne pense qu'à une chose. Il faut que j'aille travailler. Et cette fois-ci, rien ne les empêchera de monter sur le toit. On se fait disputer par nos familles. Ne vous accrochez pas au train. C'est vrai que c'est risqué. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voyager dans ces conditions n'est pas conseillé aux âmes sensibles. C'est complètement fou de voyager sur le toit d'un train. Si vous glissez, vous êtes mort. Il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça tous les ans en Inde. C'est probablement plus amusant debout, mais aussi plus dangereux. J'espère que le gouvernement va faire quelque chose pour qu'on n'ait plus à voyager comme ça. Tout ce qu'on veut, c'est voyager confortablement, pour aller travailler et pour rentrer à la maison. Kuldeep, Ramesh et Kavita arrivent enfin au travail. En retard, mais en un seul morceau. Dans quelques heures, le réseau ferroviaire indien sera de nouveau pris d'assaut et ramènera les usagers chez eux. Tout de suite, au sommet des Alpes suisses, on déploie de véritables titans pour permettre au train de passer. Dans notre hit parade des trains de tous les superlatifs, nous avons vu des individus voyager sur le toit d'un train en Inde. En 5e place, dans les Alpes suisses, le combat se joue entre le train et la neige. Conduire un train ici, c'est un combat permanent contre les éléments. Depuis un siècle, les ingénieurs suisses conçoivent des engins extraordinaires pour faire en sorte que les trains circulent avec la précision d'une horloge. Ceci est leur toute dernière création. C'est une sorte de grosse souffleuse, en 100 fois plus efficace. Le Bernina Express traverse des paysages grandioses en se jouant des conditions extrêmes.
les Alpes suisses en plein hiver. Elles sont traversées par un train pas comme les autres, qui transporte les skieurs et les touristes d'une station à l'autre. Veraline Niklaus est la conductrice du Bernina 245. Ça fait 7 ans que je travaille sur cette ligne. J'adore mon métier, c'est vraiment plein de surprises. Le Bernina Express part de Tirano, en Italie, et gravit la chaîne de montagnes la plus élevée d'Europe. Au-dessus de 700 mètres d'altitude, le sol est recouvert de neige tout l'hiver. La ligne monte jusqu'à 2250 mètres et termine son périple dans la station de ski de Saint-Moritz. Mais si la neige attire les touristes, elle pose problème à Veraline et son train. On pense que les trains peuvent se frayer un chemin dans la neige, mais ce n'est pas le cas. La neige s'accumule jusqu'au point où la locomotive ne peut plus tirer le train. Il faut dégager la voie. Mais c'est le col le plus élevé d'Europe et l'une des régions les plus enneigées d'Europe. Depuis près d'un siècle, les Suisses utilisent un engin hors du commun pour permettre à ce train de circuler. Et voici le monstre en question. Il déblaye les voies avec cet engin incroyable qui combine un chasse-neige et une gigantesque souffleuse. Un train à vapeur équipé de pales rotatives à l'avant qui se fraye un chemin dans la neige, aspirant et recrachant la poudreuse sur les côtés. C'est le seul chasse-neige à vapeur au monde. Il peut même dégager la voie après une avalanche. Il est entré en service avant la Première Guerre mondiale et œuvre jour et nuit pour que la ligne reste ouverte. Ils doivent tout le temps déblayer les voies, de jour comme de nuit, et par tous les temps. J'ai beaucoup de respect pour ces gens. C'est un travail très difficile et je leur suis très reconnaissante parce que grâce à eux, les trains peuvent circuler et je peux faire mon travail. Mais lorsque la neige tombe sur la ligne du Bernina Express, le monstre centenaire a du mal à tenir le rythme. Alors on dégaine l'arme ultime contre la neige. La bête jaune. Équipée de pales plus robustes, plus larges et plus hautes que les chasse-neige traditionnelles, et d'une étrave qui peut s'ouvrir pour déblayer une voie de 6 mètres de large, elle peut déplacer jusqu'à 8500 tonnes de neige par heure. C'est du jamais vu. Cette machine fait partie des engins les plus puissants au monde. En matière de déneigement, c'est probablement le plus puissant. Dans le combat qui oppose la neige au train dans les Alpes suisses, il semblerait que le train l'emporte. Une bonne nouvelle pour Veraline qui travaille tout l'hiver. Non, je n'aime pas la neige, mais on n'y peut rien. Veraline monte à bord d'un autre train. Inlassablement, le monstre continue de déblayer les voies et la neige continue de tomber sur le Bernina Express. À la 4e place aux Philippines, les locaux fabriquent leurs trains eux-mêmes. Vous n'êtes pas satisfait des services ferroviaires locaux? Les trains sont toujours en retard? Il est temps d'agir. Dans le monde entier, des individus prennent possession des rails. En Californie, des amateurs de sensations fortes ont transformé une ligne de chemin de fer abandonnée en grand 8 privatif. À 45 km/h, ils se la donnent à cœur joie. Accrochez-vous! Au Cambodge, les trains sont toujours en retard. Alors les locaux construisent leurs propres trains. Des plateformes rudimentaires en bambou équipées d'un moteur à essence à l'arrière. Le seul problème, c'est que tout le monde s'y met. Alors que fait-on quand on croise un autre train sur les rails? C'est simple. On soulève son train, on le pose à côté des rails et on attend que l'autre soit passé.
C'est une chose de conduire son propre train sur des rails de campagne, c'en est une autre de le faire au beau milieu d'une capitale sur des rails encore en service. Vous risquez fortement de rencontrer un autre train au détour d'un virage. Et là, vous êtes fichu. C'est pourtant ce que les Philippins font sur les trains les plus artisanaux du monde. Manille, c'est l'heure des embouteillages. Et quels embouteillages! Des millions de voitures se retrouvent pare-choc contre pare-choc. Bus et taxis sont immobilisés et prendre le train coûte très cher. Dans cet enfer, certains ont recours à des solutions radicales pour se rendre d'un point A à un point B. Ils prennent possession des rails. Enaro Dacleson commence sa journée de travail sur le train qu'il a construit lui-même. Quelques planches de bois assemblées à l'aide de clous sur de petits trous qui tiennent avec des vis. Son train n'a pas coûté cher. Et le grand avantage, c'est qu'il est portable. Le train coûte 5 pesos et la sueur est le seul carburant utilisé. Je pousse tantôt avec un pied, tantôt avec l'autre. Depuis 20 ans, c'est ainsi qu'Enaro gagne sa vie. C'est illégal, mais tellement apprécié par la population locale que les autorités ferment les yeux. Il y a juste un détail qui pose problème. On a un ennemi, le train. Les trains officiels continuent de circuler sur ces rails. Et face à 1000 tonnes d'acier qui se déplacent à 80 km/h, mieux vaut s'incliner. Ce n'est pas un jeu. Il y a des trains grandeur nature et plein de passagers qui circulent à toute vitesse sur ces voies. Et ils ne s'arrêtent pas pour vous, alors il vaut mieux leur céder le passage. Enaro a vu ce qu'il pouvait arriver à ceux qui ne sont pas assez rapides. Et le type est mort. Malgré le risque, un grand nombre de Philippins continuent de se déplacer de cette manière. Manille est une ville surpeuplée et la circulation est infernale. Vous pouvez vous retrouver coincé dans les embouteillages pendant plusieurs heures ou prendre un de ces trains très utilisés et risquer votre vie. Enaro ne se contente pas de risquer sa vie sur son train. À la fin de la journée, celui-ci devient une table autour de laquelle toute la famille se réunit et un lit pour la nuit. Un moyen de transport et un meuble. On peut dire que ces trains artisanaux sont rentabilisés. En troisième position, le Japon, avec le train le plus efficace du monde. Avec une population de 127 millions d'habitants, principalement répartis sur 4 îles, les Japonais sont passés maîtres dans l'art de se déplacer en train rapidement et à l'heure. Ces gares sont parmi les plus fréquentées au monde et ces trains parmi les plus rapides. Et maintenant, ils poussent l'efficacité encore plus loin en imaginant un train volant. Ces trains sont incroyablement rapides. Le Japon, le pays où le train est roi. Tokyo, 7h30 du matin. Des millions de passagers affluent dans la ville. Au pays des salariés, il est essentiel d'arriver au bureau à l'heure. La ville la plus peuplée du monde possède les gares les plus fréquentées du monde. Dans ces gares, un train arrive à quai toutes les 3 secondes. Vous pouvez régler votre montre grâce à un train japonais. C'est très rare qu'il ait 5 secondes de retard. Mais il y a un hic. Lorsque ces trains entrent en gare, ils sont déjà pleins. Et pour aller travailler, les passagers n'ont pas le choix. Ça ne sert à rien de se dire « Oh, je vais attendre le train suivant », parce que le train suivant est tout aussi plein. Vous n'avez pas d'autre solution que de monter. Et vous l'aurez compris, il est impossible d'ajouter des trains. Alors les Japonais ont imaginé une solution radicale. Les Oshiya, également appelés les pousseurs.
La chose importante, c'est de respecter les horaires. Alors, il y a des hommes gantés qui poussent les usagers pour les faire entrer dans le train, de manière à ce que les portes puissent fermer et que le train parte à l'heure. Se faire pousser comme ça, c'est vraiment très désagréable. Vous finissez par vous habituer, mais quand vous faites ça tous les jours, c'est épuisant. Les gens sont collés les uns aux autres, et vraiment, c'est pas agréable. Dans n'importe quel pays, ce serait la foire d'empoigne. Laissez-moi sortir. Mais au Japon, ce n'est pas le cas. Le système fonctionne. Tous les jours, des millions d'usagers arrivent au bureau à temps. Mais pour transporter les individus d'une ville à l'autre, les Japonais ont une toute autre stratégie. La vitesse et encore la vitesse. Le Japon veut toujours faire mieux. Il veut toujours aller plus vite. Et c'est ce qu'il essaie de faire avec ce train. D'abord, il y eut le Shinkansen, le premier train à grande vitesse capable de circuler à une vitesse de pointe de 300 km/h. Et maintenant, le Japon franchit une autre étape avec le maglev, le train à sustentation magnétique. Sur ces rails expérimentaux à Yamanashi, le maglev a battu le record mondial de vitesse, circulant à 581 km/h grâce à un fonctionnement totalement revisité. Il ne se déplace pas sur des roues, mais sur un champ magnétique. Et c'est la force magnétique qui le propulse sur les rails. Quand un train roule sur des rails, il y a un phénomène de friction. Et cette friction le ralentit. C'est de l'énergie perdue. Le maglev utilise la force magnétique et lévite au-dessus des rails. Toute l'énergie est conservée et c'est ce qui lui permet d'aller très vite. À plus de la moitié de la vitesse de croisière d'un avion de ligne. Comme dans un avion, vous ne sentez pas la vitesse. Sauf que dans le maglev, vous êtes au niveau du sol. D'ici à 2027, les Japonais entendent transformer cette technologie expérimentale en réalité commerciale. Les chemins de fer japonais entreront alors dans une nouvelle ère. Dans quelques instants, nous irons au sud de l'Inde, où même l'océan n'arrête pas les trains. En zone dangereuse, nous sommes allés à la rencontre du train le plus rapide du monde. Et maintenant, en seconde position, le train le plus exposé aux éléments. Il y a certains endroits où construire une voie ferrée paraît impossible. Au-dessus d'une mer déchaînée, par exemple. Ce pont ferroviaire livre un combat épique contre les éléments. Les chemins de fer essuient des intempéries extrêmement violentes. L'océan Indien est un adversaire de taille. Si le train déraille sur un pont comme ça, c'est une catastrophe. C'est un miracle qu'il résiste. Le pont de Pamban est la voie ferrée la plus exposée aux éléments du monde. Nous sommes au sud de l'Inde, un peu en dessous de Chennai. Si le pont de Pamban tient encore debout aujourd'hui, c'est grâce à son équipe de maintenance. Leur mission, faire en sorte que le train circule quoi qu'il arrive. Ils vont travailler à plusieurs centaines de mètres de la côte, sur l'eau. 2,5 km de rails d'une largeur d'1 mètre acheminent passagers et marchandises entre l'île de Rameswaram et le continent. Et cela au-dessus d'un océan Indien déchaîné. De par sa position dans ce détroit, le pont de Pamban et les hommes qui y travaillent sont particulièrement exposés aux éléments.
Pas de barrière de sécurité, pas de corde, pas de gilet de sauvetage. C'est dans ces conditions qu'Haji Ashok Kumar travaille tous les jours. Il ne peut se permettre le moindre faux pas. Travailler sur ce pont, c'est très dur. Le moindre faux pas et vous êtes mort. Il y a déjà eu beaucoup d'accidents. L'eau est très profonde et il y a beaucoup de vent. Si vous tombez dans l'eau, vous êtes entraîné par le courant et vous mourrez. L'ennemi numéro 1 de ce pont en fer, la rouille. Il est exposé au vent, aux vagues, à l'eau salée, à la pollution de l'air, des éléments hautement corrosifs. Le maintenir en état de fonctionner, c'est un travail de tous les jours. Pour stopper la progression de la rouille, Ashok gratte les sections de rail les plus corrodées chaque jour et les repeint. Mais tomber à l'eau n'est pas la seule chose dont il doit se préoccuper. Car les trains continuent de circuler pendant les travaux de maintenance. Et lorsque l'un d'entre eux traverse le pont, l'équipe peut se trouver à 30 mètres de la plateforme de maintenance la plus proche. C'est un maillon vital du réseau ferroviaire indien. Et c'est la raison pour laquelle on fait autant d'efforts pour le maintenir en état de fonctionnement et le réparer. Mais lorsque les éléments se déchaînent, il n'y a pas grand-chose que l'équipe de maintenance puisse faire. Car nous sommes dans une région très touchée par les cyclones. Et lorsque l'un d'entre eux arrive du large, les locaux n'ont pas d'autre recours que de prier pour que le pont tienne. S. Kaleselvan se souviendra toute sa vie de la journée du 22 décembre 1964. Au beau milieu de la nuit, le vent s'est mis à souffler si fort que les gens ont dû s'enfermer chez eux. Puis les toits et les palmiers ont commencé à s'envoler. Le lendemain matin, lorsque les villageois émergent, c'est un spectacle de désolation qu'ils découvrent. À 6 heures du matin, les gens sont sortis de chez eux et ils ont découvert que le pont avait été entièrement détruit. Il était complètement submergé et il ne restait plus que les piliers. Le pont, qui avait tenu depuis sa construction en 1914, avait été détruit. Et bien que des villages entiers aient été rasés par le cyclone, c'est la voie ferrée qui a été reconstruite en priorité. Il n'a fallu que 46 jours pour ériger un nouveau pont sur les vestiges de l'ancien. Aujourd'hui, les descendants des hommes qui l'ont reconstruit œuvrent pour l'entretenir. C'est absolument admirable que cette ligne de chemin de fer soit encore en état de fonctionner. Cela témoigne de la ténacité et du talent des ingénieurs qui l'ont construite, mais aussi des personnes qui l'entretiennent. C'est une journée de dur labeur qui s'achève pour l'équipe de maintenance. Demain sera un autre jour avec son lot de dangers. Et enfin, à la première place, l'Afrique du Sud, avec la ligne de chemin de fer la plus dangereuse au monde. Soweto, une banlieue de Johannesburg. Face à un taux de chômage record et miné par la drogue, la jeunesse a perdu tout espoir de connaître les améliorations qu'on lui avait promises à la fin de l'apartheid. Alors elle s'occupe comme elle peut. Sur la ligne de banlieue numéro 23. Sur le train lancé à fond, les jeunes du quartier de Soweto s'adonnent à une surenchère de cascade. La plus inconsciente d'entre toutes, le train surfing, qui consiste à effectuer des acrobaties sur le toit du train en mouvement, tout en évitant les câbles qui acheminent 3000 volts d'électricité. Un acrobate sur 3 meurt pendant l'exercice de ce sport hautement dangereux. Lui, c'est Prince Shiba. C'est l'un des premiers à avoir risqué sa vie sur le toit de ses wagons, se laissant frôler par les lignes électriques qui les alimentent. En fait, le but du jeu, c'est que les câbles frôlent ton visage sans le toucher.
Certains poussent même l'intrépidité jusqu'à se tenir dans le sens inverse de la marche du train. Comme ils ne voient pas ce qui vient, ils doivent se souvenir de l'emplacement exact de chaque câble et de chaque pont. Évidemment, il y a le risque de tomber, ce qui serait fatal. Mais il ne faut pas oublier que ce sont des trains électriques, alimentés par des câbles de 3000 volts. Alors s'ils touchent un des câbles, c'est fini pour eux. Chaque année, ce petit jeu fait entre 5 et 12 victimes. Partout dans le monde, les adolescents prennent des risques inconsidérés pour se faire bien voir et impressionner leurs copains. Ils font des choses qui nous paraissent inconscientes. Prince est tout à fait conscient du danger. Il y a quelque temps, il a assisté impuissant à la mort de son ami Luazi. Je ne pouvais plus bouger. Il a été tué par un câble. Je l'ai vu toucher le câble et tomber du train. C'était horrible. Il y avait du sang partout. Après avoir vu plusieurs de ses amis mourir de la sorte, Prince et d'autres ont décidé d'arrêter. Mais un grand nombre d'adolescents continuent de risquer leur vie sur les toits de ces wagons. Sur le train le plus dangereux du monde, le train le plus extrême du monde.